Je viens de terminer votre discours, Monsieur le Président. Alors qu'est-ce que je dis? Eh bien que tout est foutu, Monsieur le Président. Bon, d'accord, mais je leur dis comment? Ah bah comme d'habitude. Français, la situation est grave mais non désespérée. Une fois de plus, la France doit faire face à des événements qui exigent de la part de tous ses concitoyens un total esprit d'abnégation. Les hordes chinoises ont envahi l'Europe, sont maintenant aux frontières. Au cours de son histoire, notre nation a dû subir bien des assauts. Fiers enfants de ce pays, magnifique assaut, et la discipline, l'abnégation, le sens de l'honneur, le sacrifice des Français qu'une fois de plus fait merveille. Voilà. La situation est grave, mais non désespérée. Une fois de plus, la France doit faire face à des événements qui exigent de la part de tous ses citoyens un total esprit d'abnégation. Les hordes chinoises qui ont envahi l'Europe sont maintenant à nos frontières. Ils tortureront. Au cours de son histoire, notre nation a dû subir bien des assauts, bien des affrontements. Mais c'est avec un courage serein que nous contemplons l'avenir. Nous savons en effet que les fiers enfants de ce pays auront le magnifique sursaut qui permettra de rejeter l'ennemi hors de nos frontières. 700 millions. 700 millions de quoi? De dollars? De sexe. De sexe. La discipline, l'abnégation, le sens de l'honneur, l'esprit de sacrifice des Français feront une fois de plus merveille. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 20. Cette semaine, émission Empire du Milieu, contemplation et coup du parapluie. Ici et ailleurs, c'est la révolte, ça s'insulte, ça se bouscule, ça zappe la galanterie. Alors apportez-nous des verres, on va trinquer à nos galères, allumer les lumières à la mémoire de nos frères. Un jour, on rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage, en transit pour le long voyage, celui dont on ne revient jamais. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous parlerons de cinéma chinois de la péninsule extrême orientale, avec deux films pour commencer, Séjour au Mont Fushun de Gu Xiaogang et ensuite Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan, qui sont sortis les semaines passées en France. Et enfin nous terminons par un film qui n'a strictement rien à voir, mais un film américain, donc un vrai film de Anthony Quinn en 1958, Les Boucaniers aka The Buccaneers, ressorti en ce début d'année chez Sidonis Calista. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Le docteur Erwan sera légèrement à la bourre, un peu plus que d'habitude cette fois, mais donc il arrivera en cours d'émission parce qu'il a l'idée saugrenue d'enseigner à nos chères têtes blondes le cinéma, parce que pourquoi pas. Et Carla, malheureusement, ne peut pas être des nôtres ce soir, mais nous la saluons bien bas. Bonsoir maîtresse Carla. Oui, courage. Voilà, force et honneur, la France te regarde. Rappelons que ce sont des forces vives comme Carla et comme Justine d'ailleurs, hein, qui sont encore, jeunes, pimpants et pleins d'envie pour l'avenir, qui sont chargés de relever ma France. Vous avez du boulot, hein. Merci. Voilà, hein, on vous regarde. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas locales. Ce soir à Cinémaniacs à 20h15, 20h30 sur le campus de Rennes, il vous propose Kid Galad de Michael Curtis avec notre ami Elvis Presley, un de ses meilleurs films par ailleurs, hein. C'était avant qu'il parte à l'armée, c'est chouette.
Ok, j'ai pas vu. C'est vraiment bien. un des bons films de Elvis, quoi. Donc il faut en profiter, il n'y en a pas non plus beaucoup. Sinon, au tambour, demain soirée, lutte des glaces. C'est à ça qu'on voit que c'est bien Jean-Baptiste qui gère donc le ciné-tambour avec ses jeux de mots dont il est friand. Donc avec à 18h Fargo des frères Cohen, Jean-Baptiste en parlait la semaine dernière, et à 20h30 La Grande Illusion de Jean Renoir. Un des plus grands films français. Oui, un des plus grands films tout court d'ailleurs. Oui. Peut-être mon préféré, moi, de mes préférés. Je le préfère à La Règle du jeu, par exemple. J'ai beaucoup d'affection pour Baudu sauver des eaux. Ah oui. Michel Simon. Ouais, mais je préfère Von Stroheim, c'est mon côté, vous voyez, un peu rigoriste. Voilà, sinon dans le local commence demain à Rennes et à Cesson-Sévigné le festival Caméra Rebelle, en partenariat avec Amnesty International, et donc qui là est consacré à la montée des populismes. Donc il y aura différentes projections et rencontres, donc que ce soit dans les cinémas rennais, Arvor et TNB, ou alors au cinéma Le Sévigné, donc de Cesson-Sévigné. Vous pourrez voir notamment un documentaire sur ce gros rigolo de Steve Bannon qui s'appelle Le Grand Manipulateur, qui passera au TNB. Il y a When the War Comes, un documentaire tchèque de 2018. Il y a le film de Lucas Belvaux, Chez nous, qui était sorti il y a 2 ans en France sur une petite ville de l'Est de la France avec le Front National. Étonnant, pourtant c'est pas une région connue pour ça. Sinon il y aura aussi tout un focus sur l'Inde et sur les populistes qui sont actuellement au pouvoir et qui font bien de la merde, qui font comment dire des choses réformistes pour leur pays, mais pas forcément dans le bon sens. Et il y a aussi donc le film allemand de 2009 de Dennis Gansel, La Vague, qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, donc sur l'expérience de Milgram dans une salle de cours. Oui, un film sympathique. Voilà, un film intéressant, un film très pédagogique. Oui. La fin est un peu loupée, mais et c'est pas mal. Quelques images fortes. Sinon, nous y reviendrons bien évidemment toutes les semaines, nous vous le rappellerons, mais le 2 février, vous pouvez déjà réserver votre soirée et le verre dans lequel vous allez pleurer, que vous allez remplir, car nous avons la joie et le bonheur de vous proposer avec les copains du cinéma est mort, donc dans le cadre des films du dimanche soir à 21h15 sur la route de Madison avec Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et aussi avec Meryl Streep, un film qui fait bien pour pleurer dans les chaumières. Oui. Un pont. Et un pont, voilà. Un très beau film. Et une portière de voiture qui ne s'ouvre pas. Pas de spoil. Oh, tout le monde l'a vu. Oui, mais moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je vais être très content de le revoir, je pense. Sinon, dans le rayon, il y aura d'autres événements à Rennes qui viennent avant la fin du mois et au début du mois prochain, notamment Travelling et le festival Images de Justice. Mais nous y reviendrons la semaine prochaine. Dans la section sortie nationale, il n'y a pas grand-chose qui sort. Il y a quelques petits trucs qui pourront peut-être nous intéresser. Alors, je pense qu'il sortira pas à Rennes malheureusement, mais il y a le nouveau film de Fabrice Duvels, Adoration, 3 ans après son Message to the King et Alléluia, qui était sorti quasiment en même temps, en tout cas très peu de temps d'intervalle. Donc le cinéaste belge qu'on aime plutôt bien par ici, dont malheureusement les films sont assez mal distribués, je trouve, dans l'Hexagone. Sinon, il y a un film de Jay Roach, donc le réalisateur de Mon beau-père et moi et de Austin Powers, je crois. Oui. Des 3 Austin Powers, donc il s'appelle Scandal. C'est pas du tout ça le titre en anglais, mais donc avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, donc sur 3 journalistes de Fox News qui avaient porté plainte contre leur grand patron à l'époque, qui d'ailleurs n'est pas si lointaine, parce que ça date d'il y a 4-5 ans, je crois. Ce qui montre comme une fois de plus la réactivité affolante des Américains quand il s'agit de faire des films sur leur propre scandale ou en tout cas sur leur histoire récente. Oui, et puis même Jay Roach, un réalisateur assez intéressant qui, derrière la gaudriole, lâche 2-3 effets de société qui sont plutôt intéressants. Même dans Mon beau-père et moi. Qui avait fait un film dans HBO il y a pas longtemps, je crois, sur John McCain et la campagne, tout ça, qui n'était pas si mal que ça d'ailleurs. C'est un bon réalisateur de comédie qui là s'essaye à autre chose. Voilà. Sinon, il y a donc le premier film en tant que metteur en scène de Adel Raouf Dafri, le scénariste de Un prophète de Jacques Audiard et des Mesrines de Jean-François Richet, donc qui s'appelle 1500 impurs, consacré à la guerre d'Algérie. Vous voyez un peu, et qui est aussi quand même le co-créateur de Braco, de Olivier Marchal. Donc connaissant la subtilité légendaire du bonhomme, je pense qu'on se dirige pas vers un monument, mais pourquoi pas avoir. Pour Thibaut, parce que je sais qu'il a beaucoup de sentiments, un titre qui, je suis sûr, va te ravir. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, de Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve. Oh putain, les titres quoi. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est un roman de Marc Lévy. Ouais, ou de Guillaume Musso, qui est quand même le meilleur vendeur de livres en France depuis 10 ans, sans interruption. C'est un peu notre
notre Stephen King à nous, quoi. C'est best-seller sur best-seller et c'est aussi des bouquins d'horreur. Oui. Voilà. Et sinon, pour moi, parce que moi j'attends vraiment ça, c'est un projet de longue date qui a été repoussé avec plusieurs réels attachés. Donc c'est Bad Boys for Life, Bad Boys 3, où on va retrouver nos deux héros, Will Smith et Martin Lawrence. C'est avec grand plaisir, je pense, Martin Lawrence qui prend 25 kilos à peu près entre chaque film. Donc normalement, là, il devrait être interdit d'opérer en tant que flic à Miami. Mais bon, malheureusement, donc Michou n'est plus aux manettes parce qu'il a fait Six Underground à la fin de l'année dernière. Joe Carnan était attaché pendant plus de 2 ans au projet. En tout cas, moi, je suis quand même assez curieux de voir ça, de retrouver des vieux copains qui vont faire n'importe quoi. J'espère que ça sera aussi misogyne et raciste qu'avant. Voilà. On espère. À propos de racisme, on va passer à la question critique de cette émission et nous allons donc nous envoler vers la péninsule extrême orientale de la Chine. Et pour ça, tout de suite, une petite chanson sur Chang. Vous êtes toujours dans Nathan Godard sur Syllab et donc c'était PNL avec Chang parce que de Chang il va en être question. Avec un petit problème technique pour la musique. Mais ça sera réglé dans la balado diffusion, autrement dit le podcast bien évidemment. Donc de quoi je parle? Donc de Chang, oui, donc nous allons nous envoler vers la Chine. C'est peut-être un peu raciste que je vais présenter comme ça, mais pas du tout en fait. Car nous allons donc parler de films et pour commencer, nous allons parler de Séjour au Mont Fushun de Guo Xiaogang, pardon. Donc qui est un réalisateur qui vient plutôt du documentaire et dont ce film-là se présente comme le premier épisode d'une saga familiale, qui est un film autofinancé, ce qui apparemment, vu le résultat visuel, est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui a fait ça avec ses petits sous-sous, et qui donc s'inspire d'une fresque picturale du XIVe siècle longue de 7 mètres, où justement c'est sur un paysage sur le mont Fushun, et à partir de là, donc le réalisateur va traiter de cette saga familiale sur une forme assez particulière. Justine et Gal, ici, vous avez vu le film, alors comment que c'est? Parce que Gal, c'est comme sur vos beaux conseils d'esthète formaliste du cinéma que ce film est présenté devant vos yeux ébahis ce soir, vos oreilles surtout d'ailleurs, mais encore un autre problème technique. Oui, du coup, peut-être pitcher le film un petit peu. Moi j'ai pas eu le temps de le voir malheureusement. Donc c'est l'histoire d'une famille, 4 fils qui se retrouvent pour fêter la bonne santé et la longue vie et l'anniversaire de leur mère qui a un âge honorable de 70 ans et quelques, je pense, un truc comme ça. L'âge pivot. Donc exactement. Donc bientôt la retraite. Et donc ils se réunissent tous dans le restaurant de l'aîné pour fêter ça avec toute la famille. Ça nous permet de voir un peu toute la famille. Et au moment où ils lui souhaitent longue vie, tout ça, hop, la grand-mère tombe et finit à l'hôpital. Et donc on va suivre finalement les pérégrinations des 4 fils qui sont tous dans des problèmes de thunes, mais de quelque manière que ce soit. Et qui doivent un peu se refiler la mémé, on va dire, pour parler trivialement. Et donc, la mère va d'abord échoir à l'aîné, qui va avoir la responsabilité de ça. Et ensuite, on va suivre les tribulations des enfants, des petits-enfants. Et donc, ça va dresser un portrait un petit peu de la Chine contemporaine dans une période précise et dans un lieu précis. Justine, je sais pas, tu peux rajouter quelque chose là-dessus? Non, écoute, tu as très bien résumé le pitch du film. Le plot. Ouais, exactement. Mais je trouve d'une part, comme tu disais Thomas, en fait c'est inspiré de cette peinture en rouleau chinoise traditionnelle et visuellement c'est extrêmement bien représenté. Le film fonctionne vraiment de façon horizontale où tous les détails et l'environnement des personnages est pris dans le même mouvement. Ce qui donne d'ailleurs l'exemple, je pense, révélateur de ça, c'est ce merveilleux plan séquence. Alors moi je suis pas du tout... je compte pas les plans séquences, je m'en fiche un peu, mais alors là, le plan séquence au premier tiers du film dure à peu près 15 minutes, je pense. On suit en fait l'une des petites filles de cette mamie sur le point de mourir, qui en fait a son rendez-vous amoureux avec son prétendant tout le long de la rivière du coup qui borde les monts Fushun et tout cela est extrêmement bien représenté, extrêmement précis à l'image en fait du film parce que Xiaogang arrive vraiment à capter
à capter le détail tout en étant très pudique, ce qui, je trouve, révèle d'une belle maîtrise au niveau de la mise en scène. Ça, c'est indéniable. Parce que Gal, je sais qu'on avait parlé rapidement la semaine dernière, mais un peu présenté ça comme du travelling porn, c'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de travelling, que ce soit sur les personnages, sur les paysages et sur la manière dont ça comme le dit Justine, justement, c'est vraiment dans un souci comme il s'appuie sur ce rouleau qui fait quand même 7 mètres de long, du coup la façon la plus logique de voir l'histoire se dérouler, c'est vraiment sur une horizontalité comme ça de travelling, sachant qu'il y a vraiment une horizontalité, mais il y a aussi une profondeur dans ces travelling. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire des travelling, on commence à suivre des personnages et souvent, en fait, il y a un autre groupe de personnages qui va se croiser et c'est ça qui va faire... En fait, on va avoir des transitions dans la profondeur et on va suivre encore en travelling, mais d'autres gens. Et du coup, il y a souvent un effet... il y a un lien dans la famille qui est fait par la mise en scène aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on commence à discuter, à entendre une discussion, on voit des personnages et en fait la discussion correspond aux autres personnages qu'on va suivre après dans le travelling. Donc il y a toujours un système de correspondance comme ça qui se fait, et correspondance entre les personnages, correspondance entre le film et la peinture, et ainsi de suite. Parce que du coup, vu que c'est un monde, après sur une montagne, ça fonctionne pas du tout sur les questions de verticalité. Non. C'est vraiment, ça suit les persos, on les chope au passage, puis ça repart avec eux. Ça... Exactement. Ça va juste être à la fin où il va y avoir de la verticalité. Oui. Mais vraiment à la toute fin. Et faudrait que je vérifie, mais je sais que le rouleau est découpé en 2 parties. Il y a une partie de 7 mètres et une partie un peu plus verticale, plus petite. Et donc je me demande si c'est même pas lié aussi à ce que représente la partie plus petite. Faudrait vérifier. À cette construction picturale chinoise. Mais vas-y, je t'en prie. Mais on suit parfaitement en fait l'évolution d'une part de cette famille, de ces changements, de ce qui l'anime à ce moment donné crucial de la perte en fait de la pierre angulaire qui est la mère. Et on suit l'évolution de la Chine contemporaine dans le même mouvement, ce qui est extrêmement intéressant. Et du coup, ça donne vraiment un film qui se voit au fil des saisons. Moi, j'ai vraiment ressenti comme ça, qui est extrêmement bien découpé, mais toujours avec beaucoup de préciosité en fait, dans la captation des gestes, de la parole. Comme le disait Gal, la scène où en fait on pense qu'on suit 2 personnages, finalement la caméra recule et on se voit avec le son, on entend avec le son qu'on ne suit pas du tout les personnages qu'on pensait suivre. Et le film arrive à nous perdre à certains moments et du coup à instaurer cette distance ultra pertinente, voire pudique à certains moments, pour qu'on arrive vraiment à capter l'émotion qui ressort de ces corps qui se mêlent. Et moi j'ai trouvé ça vraiment majestueux et très doux à la fois. Je veux dire, on n'est jamais avec des gros sabots, tout est bien pondéré et ça marche extrêmement bien. Et du coup, en fait, dans cette idée de perte de repères aussi un petit peu, il y a dans la mise en scène, entre la perte de repères d'espace, de son, ça rentre en résonance avec la perte de la grand-mère un peu dans un sens, et du coup la perte aussi on va dire de la société traditionnelle chinoise, qui repose sur vraiment l'ancêtre qui va être au milieu de la famille, toute la famille qui est réunie, et une filiation constante comme ça, des anciens qui sont dont on doit s'occuper, on fait des enfants, on s'occupe des enfants qui vont s'occuper de nous, et ainsi de suite. Et du coup, on a une transformation de l'espace et une transformation de la société, et du coup, on peut voir aussi bien un discours sur la famille, sur la transformation de la Chine et sur le retentissement de la transformation de la Chine industrielle sur la famille, du coup. Et c'est en ça que ce film est fait un peu valeur de documentaire dans la monstration qu'il a du coup de cette étendue d'eau qu'il y a partout, où il y a un plan très beau justement comme ça sur la mémoire, où il y a un des frères qui travaille dans les immeubles. Et en fait, il y a une scène où il y a tout un quartier qui est en train d'être démoli, quoi. Mais vraiment, c'est un quartier d'immeubles, mais énorme, où il y a un des frères qui habitait avec sa femme pendant 20 ans. Leur maison est détruite du jour au lendemain, comme ça, hop, et puis vous allez autre part. Et un autre frère, lui, participe à la destruction de ce quartier. Et en fait, on suit, pareil, ces pérégrinations dans l'immeuble à partir d'une fenêtre. Ça paraît calme.
Il y a un petit travelling, on arrive sur une autre fenêtre et là en fait on voit que tout est en train d'être détruit et lui il trouve une petite caisse dans une pièce dans laquelle il y a des anciennes lettres d'amour, de famille, de choses comme ça et tout qui ramènent à la maison. Et du coup il y a un petit peu une sorte d'attachement comme ça à la mémoire, à essayer de retrouver dans ce chaos de transformation de société, trouver une mémoire commune et d'essayer de garder quand même un cap, on va dire, pas traditionnel, mais en tout cas, comment appréhender cette transformation. Vas-y. Le film pas trop pessimiste, du coup C'est-à-dire que pour ça le coup... Ça a pas l'air de péter la santé, quand même. C'est pas la folie chez tous les personnages. Mais je veux dire, est-ce qu'il, dans le sens où est-ce qu'il est pas plombant, enfin après. Pas du tout. Il est pas plombant. J'ai l'impression que pas du tout, vu que vous parlez vraiment de beauté, de pudeur, de poésie, de majesté. Non, parce qu'il inscrit les transformations quand même pas comme... en fait, il fait part des transformations et des difficultés qu'il y a dedans, mais il va quand même montrer des belles choses et des évolutions et des tentatives d'acceptation des évolutions et de réappropriation de ces évolutions-là. Ne serait-ce que dans le personnage de la petite fille qui choisit un prétendant qu'on ne lui a pas assigné. Elle choisit vraiment un mariage d'amour alors que ses parents, enfin particulièrement sa mère, veut un mariage de raison quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui est résolu en quelque sorte par la grand-mère. Donc ça passe une génération encore et du coup ce serait la tradition qui viendrait dire bah non en fait vas-y on le fait quand même, on fait un mariage d'amour. Donc c'est pas forcément pessimiste surtout. Après j'attends de voir les autres parties parce que ce n'est que la première partie. Oui, parce qu'il n'a pas encore réussi à financer les autres parties. Déjà effectivement financer un film de 2h30 quasiment autofinancé dans la Chine actuelle et dans le régime de production chinois actuel et contemporain, c'est quand même assez compliqué à faire. Je pense surtout que c'est comme un cinéma qui pour le coup est quand même assez fermé, qui est très contrôlé, même s'il y a toujours des franges pour des mavericks. Que ce film-là passe en fait, oui, dans un sens, parce que ça en dit beaucoup quand même sur l'état de la Chine et il dresse un constat qui est quand même sans appel. Je veux dire, il nous laisse face à des images de déconstruction en fait de la vie de cette ville, de cet environnement, mais dans la densité du film, tout se reconstruit. C'est en ce sens, je pense qu'il n'est pas totalement pessimiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours du lien qui est fait quelque part. Mais pour autant, on a des images aussi brutes. Je veux dire, c'est pas un bonbon édulcoré du tout. Mais oui, du coup, c'est quand même assez curieux que le film arrive à passer la porte des autorités, si je puis dire. Je pense qu'il le fait de façon subtile, donc oui. Du coup, ça passe. Tout à fait. Mais il y a quand même des états de... comment dire pas des questionnements, mais en tout cas des états de fait. À un moment, il y a un des frères qui est pêcheur avec sa femme. D'ailleurs, au début, on voit leur barque, on se dit c'est leur barque pour leur pêche, mais en fait, c'est leur maison. Hein. Oui. Y a une toile tendue, en gros, et ils dorment dessus. Et en fait, ils sont en train d'expliquer que en fait, il y a quasiment plus de poissons. C'est tellement pollué que tout est en train de mourir. Par contre, en même temps, on n'arrête pas de voir, comme on suit le fleuve tout le temps, on n'arrête pas de voir des gens se baigner dedans et nager dedans, donc c'est très étrange. Il y a un côté tout est en train de mourir, mais en fait ça va, on nage quand même dedans, et enfin je sais pas trop quoi en penser de cette chose. C'est pas parce que le monde brûle qu'on peut pas continuer à jouer au golf quoi. Exactement. Donc voilà, c'est belle tradition. Séjour dans les monts Fushun de Gu Xiaogang, et sans transition, nous allons parler d'un autre film chinois, Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan, réalisateur qu'on connaît un petit peu en France parce qu'il avait réalisé en 2015 le film Black Coal, et donc son dernier film, Le Lac aux oies sauvages, était présenté en sélection au dernier festival du film de Cannes en 2019. Et donc là, c'était un film qui serait beaucoup plus formaliste et maniéré que Séjour dans les monts Fushun, qui là il serait plutôt quand même un polar dans lequel un truand et une ancienne prostituée essayent plus ou moins
de s'échapper de leurs conditions pendant que tout le monde se fout joyeusement sur la gueule à coups de hache, de flingue et de parapluie, et que bien évidemment la police essaye d'arrêter tout ce petit bordel. Donc comme je disais, film très formaliste parce que beaucoup plus presque conscient du cinéma qu'il investit et des genres qu'il investit, donc dans une forme très très belle mais qui est très maniérée aussi, qui moi à certains moments m'a fait penser à du cinéma de Nicolas Winding Refn, pas forcément dans ce qu'il a de pire, mais sur ce côté parfois justement je trouve un peu trop arty, en tout cas trop conscient et trop poseur de ce qu'il a envie de mettre en scène, à la fois dans des éclats de violence qui pour le coup sont quand même très joués, puisque comme je disais en intro, il y a un meurtre au parapluie que je trouve quand même merveilleux, on peut le dire. On a pris beaucoup de plaisir à le voir au cinéma, mais qui en même temps je trouve est un peu la limite du film, qui est assez touffu aussi parce qu'il fait 1h50 et qui, notamment dans sa deuxième partie, passé les grands éclats de violence de la première heure du film, se perd un peu dans des circonvolutions psychologisantes qui parfois sont un peu, je trouve, un peu maladroites. Il vient de nous rejoindre, c'est le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va très bien. Donc docteur, vous aussi mon cher, vous avez vu le lac aux oies sauvages. On était d'ailleurs dans la même salle quand on l'a vu, on était même à côté, côte à côte. On était côte à côtiste. Alors mon cher. Déjà, alors, je viens juste de penser à un truc très bête, mais je me pense que ça ferait un très bon titre français de film de Blaxploitation. Le Black aux lois sauvages. Pas mal. Ça ferait un super bon titre de film avec Fred Williamson. Ouais. Enfin, je sais pas, bref. Bon, passons. Ouais, c'est vrai que on est un peu à l'école, Wong Kar-wai en fait, à l'évidence, même en termes de photos, quoi, parce qu'on est quand même assez proche du type de photos qu'on trouve chez les néons très léchés, voilà, chez Christopher Doyle et ce genre de choses là. C'est un film. Moi, j'avoue que j'étais assez surpris par le film parce que en fait, il y a moi je suis pas totalement convaincu par la structure scénaristique du film. Je trouve que les flashbacks, un long flashback au début, voilà, et notamment je trouve que les flashbacks en termes de dialogue sont amenés de manière il se fait pas chier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui arrive et qui dit je me souviens, ça s'est passé comme ça, et puis pouf, on voit le flashback, quoi. Donc je trouve que c'est pas je trouve qu'il y a des petits trucs au niveau du scénar qui moi m'ont un petit peu je dirais pas gêné, mais que j'ai trouvé un poil facile en termes d'écriture. Alors ceci dit, ça ne dissimule pas que le film est quand même vachement maîtrisé, moi je trouve, au niveau visuel justement, et moi qui suis assez fan de Refn et de Wong Kar-wai justement, j'avoue que j'ai pris quand même du plaisir à regarder les plans, tout simplement. Je trouve que les acteurs sont bien, sont très très bien aussi. Puis c'est physique, hein. Voilà. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de... Un petit peu comme dans le Touch of Zen, en fait. On retrouve d'ailleurs des trucs de Touch of Zen, notamment ce rapport aux arts martiaux. Cette espèce de version contemporaine où on a de la musique contemporaine sur des scènes de violence, enfin de la musique traditionnelle sur des scènes de violence avec des gestes très stylisés, voilà, où on retrouve un petit peu ce côté calligraphique du cinéma d'arts martiaux, mais plutôt chez King-Woo, plutôt années 70, quoi, plutôt que le cinéma actuel avec des câbles et tout ça. Ce que moi et donc on retrouve un petit peu cette ambiance en fait de films de genre. Moi j'ai pas eu le sentiment que le réalisateur était roublard vis-à-vis du genre. Je pense qu'il est un peu roublard vis-à-vis de sa structure scénaristique, mais pas vis-à-vis du genre qu'il emploie, d'autant plus que Black Hole était déjà un film noir en fait. Voilà. Donc même si c'était alors là il a un peu laissé. Enfin, je trouve que la dimension sociale est un petit peu mise de côté, quoique elle ressurgit toujours, et notamment moi il y a quelque chose, on en parlait, il y a quelque chose qui moi m'a assez saisi, c'est l'espèce d'indifférence générale dans laquelle se passe ce drame. C'est-à-dire que tout le monde se tape sur la gueule en pleine rue, et ceux qui se tapent pas sur la gueule sont à l'arrière-plan, vident leur poubelle et ils en ont rien à carrer. Et en fait cette espèce d'idée que la violence criminelle et la violence sociale sont tellement liées l'une à l'autre qu'elles sont devenues une norme de vie quotidienne. Et ça, je pense que s'il y a un discours, on va dire, peut-être pas politique, mais un discours sur la société chinoise dans le film, en dehors du genre, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Il y a aussi un plan... Il y a ça, et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi un parallèle très net qui est fait entre policiers et voleurs, même combat, quoi. Quand on voit leurs réunions, ils les font de la même manière. Ah oui. Il y a vraiment un côté, on se réunit, on se dit, tiens, telle rue, toi t'es là. On se partage le quartier. On se partage le quartier, il y a vraiment un découpage simple et méchant. Et c'est deux scènes qui rentrent en résonance totale. Une en début de film pour des voleurs de moto et l'autre sur les flics pour essayer de choper le type, quoi.
Alors voilà, ça par exemple, ça c'est un truc que j'ai trouvé peut-être un peu facile au niveau scénaristique, c'est-à-dire que en l'espace de quelques minutes, enfin presque en l'espace de quelques minutes, à partir du moment où il a tué un flic, ça devient l'ennemi public numéro 1. Alors en même temps, je me suis dit c'est pas crédible. En même temps, je me suis dit chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tue un flic en France, ça devient ça, médiatiquement, ça devient en une heure, on devient l'ennemi public numéro 1 de fait, quoi. Donc finalement, dans un gouvernement comme ça, la Chine, à mon avis, tuer des flics, ça se fait pas trop. Je pense que ça se fait pas trop. Tu un représentant de l'État, c'est pas super populaire. Tout l'État va mettre va mettre tout à sa disposition pour essayer de te retrouver. Et c'est vrai que finalement, il y a un papier à cigarette entre les criminels et les policiers qui sont qui sont des espèces de... Alors, moi, il y a des trucs que j'ai bien aimé quand même dans ce film-là, notamment cette scène de chorégraphie à chaussures bicolores, où en fait, on se demande... Il y a plusieurs scènes comme ça où en fait, on se demande qui est qui, en fait, qui est flic qui est flic ou qui est bandit, qui est caché dans le décor, en fait, c'est ça. Et en fait, je trouve que là, il y a des scènes, moi j'ai bien aimé les constructions de scènes, à la limite presque plus que l'action, parce qu'en fait, l'action, elle est souvent réglée par le montage, en fait. Et notamment, en fait, on sent bien qu'il n'a pas des gros moyens pour faire des scènes d'action, il n'y a pas de cascadeur, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc en fait, ce qu'il fait quand il fait des scènes d'action, il fait tout en insert en gros plan. Et ça marche déjà plutôt pas mal, la scène les plans qui précèdent la scène du parapluie, là où il donne un coup d'épaule à un type pour le faire valser, où ça se passe avec un plan sur une main, un plan sur l'épaule. Et ça marche très sec en termes de découpage. Et très sec en termes de découpage. C'est très sec en termes de découpage et ça correspond aussi un peu, je trouve, à sa mise en espace, du coup, avec ce côté pareil, du coup, comme je disais, les flics et les voleurs qui quadrillent l'espace complètement, et du coup, en fait, tout l'espace, tout est découpé comme ça, très quadrillé, très fermé, très dur, et au centre, il n'y a qu'un seul endroit, c'est le lac. Et c'est le seul endroit de liberté en fait qu'il y a finalement. Ou en tout cas où ils sont peinards. Qu'on ne voit jamais d'ailleurs, qu'on ne voit jamais en plan d'ensemble, qu'on ne voit jamais en plan d'ensemble de jour. On voit que les berges du lac en fait. On ne sait pas quelle taille il fait. Quoi. Ouais. Et c'est le seul moment où les gens peuvent un petit peu être eux, en quelque sorte. Et sinon, c'est vraiment il y a un quadrillage qui correspond au quadrillage méthodique des criminels et policiers, mais quadrillage de la société, mais qui est hyper pesant dans tout le pourtour en fait quoi. C'est juste l'espace de No Man's Land, un petit peu le lac où il y a une pseudo-romance qui n'en est pas une du tout, d'ailleurs, mais qui apparaît, quoi. C'est vraiment le seul moment. Justine. Je suis beaucoup moins emballée que vous par le film, d'une part parce que je trouve que son caractère un peu informationnel comme ça sur la société chinoise, ses truands, ses policiers... je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais j'ai l'impression qu'on en a déjà conscience et que du coup ça m'apporte pas grand chose. Mais surtout, moi je trouve que cette économie de détails contextuels laisse vraiment le film et que le film s'enferme totalement dans ses mimiques de style, et moi ça m'oppresse. J'ai trouvé ça vraiment plombant, lourd. J'avais l'impression de me retrouver comme un petit peu le sentiment que j'ai eu en voyant The Lighthouse. C'est-à-dire, on mise tout vraiment sur le visuel, sur la beauté des plans, et finalement on vide le film de son sens. Et moi ça me gêne un peu. Comme chez Michael Bay en fait. Non mais oui, mais c'est pour moi, voilà, je pense un film de poseur plus qu'un film de cinéaste, et je suis pas du tout emballée, et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose du film noir dans son propos intrinsèque en fait, et voilà, je pense qu'il a trop misé sur l'insignifiant et pas assez sur le sens. L'insignifiant imaginaire. Alors si tu me permets de rebondir là-dessus, effectivement, si on prend le film noir au sens, on va dire, occidental du terme, effectivement il n'y a pas grand-chose. Par contre, remate des films de Wong Kar-wai, oui, tu vas retrouver exactement la même fermeture de l'espace, tu vas retrouver exactement la même dissolution du sens dans l'image. C'est pour ça que je ne suis pas non plus adepte de Wong Kar-wai. Peut-être de manière peut-être moins virtuose, mais si tu regardes Les Anges déchus ou même Chungking Express, c'est des films qui sont hyper fermés, et ça je crois que c'est assez propre. Même d'ailleurs ce qui se dit sur la criminalité, hein, Hong Kong est pas loin.
tu sens qu'Hong Kong est pas loin, parce que tu retrouves un peu ce parallélisme qu'il y a chez des gens comme Kerr Kwong par exemple. Notamment dans OCTB ou dans Gunman, tu retrouves cette idée de parallélisme entre ou chez Johnny To, chez Johnny To de Breaking News ou d'Exilé, ou voilà, ou cette idée que la violence légale ou illégale est une espèce de jeu de dupe en fait, une espèce de jeu de rôle où chacun occupe son rôle, et que ce jeu de rôle en fait il a pour but le contrôle territorial en fait, ce qui est le seul but en fait, hein, parce que l'argent finalement et même pas tant que ça l'enjeu en fait dans les oies sauvages. Je veux dire, les gars volent des motos, évidemment il y a une histoire de recel derrière, mais moi je trouve que c'est alors il y a des choses moi qui m'ont agacé dans le film, notamment moi les dialogues à la gare où je me dis mais c'est pas possible, ils vont jamais quitter cette gare. Oui. Alors qu'il y a quand même un danger qui plane sur eux, et qu'est-ce qu'ils parlent, hein. Mais d'un autre côté moi j'ai trouvé ça, je me suis dit mais c'est Hiroshima mon amour. Il y a des gens qui parlent dans des pièces qui n'arrivent pas à partir de l'endroit où ils sont quoi, enfin tu vois, et j'avais ce côté un peu un peu nouvelle vague française, où il y a des fois c'est au mépris même de la réalité dramaturgique des trucs, avec des mecs qui bouffent des nouilles en temps réel. Voilà. Ça par contre moi ça m'a donné faim, cette scène de nouilles, cette scène de nouilles, puis je la trouve bien cette scène où la fille part et il attend, enfin voilà, moi j'ai trouvé que, alors pris dans une perspective on va dire plus hongkongaise que en rapport au cinéma occidental, je trouve que le film est pas honteux quoi, enfin je veux dire, je trouve qu'il est moins comment dire, il est plus fragile quoi, il est plus déséquilibré, plus et puis moins, comment dire, il est un peu entre deux eaux quoi, il n'arrive pas à choisir entre le what the fuck genre scène du parapluie et le côté justement un peu poseur du film du Wong Kar-wai, mais justement pas forcément du meilleur Wong Kar-wai, justement du Wong Kar-wai de 2046, My Blueberry Night, voilà, ou de My Blueberry Night, et en fait je crois 2046 c'est un immense chef-d'œuvre. Non mais je dis juste que c'est pas facile à regarder comme film quoi. In the Mood for Love est beaucoup plus facile à regarder de ce point de vue là en termes de facilité quand t'es spectateur et que c'est pas ton univers culturel. Voilà, il y a un peu ce côté là, mais que dans Happy Together aussi, tu vois, voilà, qui est pas le Wong Kar-wai que je préfère, moi, qui est justement le Wong Kar-wai, et en fait je crois qu'en fait il joue un peu la même partition, qui est une partition qui est pas évidente à jouer, qui est une partition d'un équilibre justement fragile, justement autour de cette question de l'esthétisme, du formalisme et tout ça. Moi je pense que c'était bien de le voir au Cinoche. Le film, est-ce qu'à le revoir je le trouverais aussi intéressant? Je pense que ça marche pas mal au Cinoche. Ça marche en one shot quoi. Est-ce que ça marche à la revision? À voir quoi, à voir, mais comme The Lighthouse, je suis plus enthousiaste sur The Lighthouse quand même, parce que voilà, pour d'autres raisons, mais je trouve que le film se confronte un peu à une espèce de limite de ce que toi tu peux, enfin pas ce que tu peux voir en tant que spectateur, mais ce que tu es prêt à accepter quoi, en tant que spectateur, en termes de narration, en termes de choses comme ça, et je saurais pas vraiment dire si c'est raté ou réussi en fait, c'est-à-dire est-ce que c'est choix, est-ce que c'est moi qui met du temps à m'habituer à cette manière de raconter l'histoire qui est un peu différente de la manière dont on fait les choses en Occident d'une manière générale, ou est-ce que effectivement il se plante tout simplement, et auquel cas j'ai raison. Et alors j'ai tendance à croire que j'ai toujours raison, mais comme j'ai pas détesté les films non plus, tu vois, mais je suis pas non plus enthousiaste. Je suis pas le Lac aux oies sauvages, je suis pas sorti. Il y a un peu trop de grosses ficelles, comme tu disais. Voilà, et c'est le scénario moi qui m'a posé problème. C'est les trucs scénaristiques que je voyais en fait. Et alors je sais pas si c'est parce que je bosse sur le scénario depuis quelques temps, mais je me rends compte que ça commence à me vriller la tête. Parce que je commence à plus regarder les structures dramatiques des films que leur qualité visuelle. Pour finir, Justine. Mais pourtant, enfin, je veux dire, il y a quand même quelques élans à certains moments. Je pense notamment à cette scène où l'un des voleurs du gang, des voleurs de moto, en fait, se fait tailler la tête. Ça, pareil, ça, j'ai trouvé ça franchement jouissif. Surtout qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Mais on ne sait pas comment, en fait, vraiment c'est arrivé. Est-ce qu'il s'est pris une hache? Je crois que c'est un câble. Moi, je pense que c'est un câble qui est tendu. Et ça, il y a ces forces un peu inattendues qui arrivent. Transpalette, on y pense pas assez souvent. Mais du coup, c'est bien les Chinois qui utilisent tout ce qui leur passe sous la main pour aller buter des gens, des parapluies, des transports. Mais oui, il y a quand même des visions quand même. Pareil, tu parlais tout à l'heure juste de cette scène où on les voit danser ensemble avec leurs chaussures luminescentes, et en fait après ils doivent se cacher ou retrouver le type, et en fait on les voit, c'est hyper drôle, on les voit tous aller au même endroit. Mais pour autant, je trouve qu'à vouloir trop en faire d'un point de vue formel, ça désincarne un petit peu le truc quoi.
Puis les acteurs jouent ça de manière très distanciée. Alors moi, j'ai pas du tout aimé le jeu donc d'acteur. Ça, il faut. C'est hyper froid, quoi. Très japonais, quoi. Ouais. Très à la japonaise, quoi. Ouais. Très japonais, hyper froid, hyper distancié. Ce qui peut effectivement, moi je comprends aussi. La retenue. C'est pas ça peut empêcher un petit peu d'identification. Surtout que les personnages sont pas particulièrement sympathiques. Ni particulièrement héroïques, on va dire. Donc, non, mais par exemple, par rapport au film dont on parlait avant, c'est vraiment deux films en miroir complètement diamétralement opposés, quoi. Il y en a un avec un espace qui est justement optimiste sur le mont Fushun, où vraiment il y a la mer, la rivière en fait est considérée comme la chose principale, et en fait ce serait presque la terre qui flotte dessus, c'est ce qu'ils disent dans le film. Alors que là, on est sur un espace complètement circonscrit, comme un lac, comme un lac, exactement. Les personnages sont détestables au possible, et surtout, on a l'impression qu'il n'y a rien à sauver d'humanité en fait là-dedans, quoi. Et que même finalement, les hommes ne sont pas sauvables, et les femmes vont juste réussir à récupérer l'argent, mais après, ça va pas aller tellement plus loin, quoi. T'as l'impression. Sur cette belle note, donc nous allons nous arrêter là. C'était le lac aux oies sauvages, donc Diao Yinan, qui repasse actuellement à la revoir dans le cadre du festival Télérama, qui passait aussi au TNB. Et donc on va faire une petite pause, et donc on parlait d'oies sauvages, et bah qu'est-ce qu'on écoute, bien évidemment. Ah, on galère. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était donc Michel Delpech avec Le Chasseur. Magnifique, la plus belle chanson d'ailleurs qui existe sur les oies sauvages. Et les chasseurs. Et les chasseurs, nos amis les chasseurs, que nous saluons bien évidemment bien bas, salaud. Donc à propos de chasseurs, presque, nous allons parler dans un tout autre genre. de pirates. De pirates, des films qui sont trop cool, parce que s'il y a bien un truc qu'on aime dans la vie, c'est l'argent et les pirates. Donc c'est Les Boucaniers, ressortis en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista au début du mois. Donc le seul film réalisé par le formidable, le merveilleux Anthony Quinn. Et on comprend assez rapidement pourquoi. Le seul acteur qui peut bouger à peu près toutes les nationalités du monde possible, imaginables à Hollywood. Les Portugais, des Grecs, des Turcs, des Basques, qui pouvaient être en passeur d'homme de Jack Lee Thompson. Donc film de 1958, donc son unique réalisation, qui est un remake en fait d'un film de Cecil B. DeMille qui date de 1938, qui d'ailleurs son beau-père. Oui, voilà, qui donc produit le film, et effectivement donc Anthony Quinn était le gendre de Cecil B. DeMille, et donc il s'est dit tiens, mon gendre, ça dirait de réaliser un film, et pourquoi pas, et pour la peine je vais te filer des grosses restas, donc c'est-à-dire Yul Brynner dans le rôle du pirate John Lafitte et Charlton Heston dans le rôle de Andrew Jackson, qui à l'époque du film est donc général, et qui plus tard deviendra président des États-Unis d'Amérique. Et donc c'est un film qui se déroule dans le bayou de la Nouvelle-Orléans, et qui donc prend pour cadre l'avant et le pendant de la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815, qui donc d'après les Américains qui sont en manque d'histoire glorieuse, sera un peu le symbole de la réunion justement des forces américaines pour aller niquer ces bâtards d'anglais, ce qui est somme toute assez honorable, et pour en faire enfin des États-Unis un véritable grand pays qu'on pourra mettre sur la carte. Et donc de cette glorieuse épopée, de cet événement important de l'histoire américaine, Yul Brynner et Charlton Heston enfilent leur plus belle perruque, et Yul Brynner avec... Est-ce que c'est ses vrais cheveux? Yul Brynner, je suis pas sûr, parce que visiblement ça lui va pas du tout. Alors si c'est vrai, il a bien fait de les couper, parce que clairement les cheveux... va pas du tout. Yul Brynner, c'est le seul mec qui a 10 fois normalement plus de moi c'est la première fois que je le vois, que je le vois pas chauve, et là avec une moustache, moi je l'ai pas reconnu tout de suite. Moi non plus. J'ai fait mais t'es qui toi? On dirait Marcel Bozuffi. On dirait Marcel Bozuffi, quoi. Enfin voilà, bon bref, quoi. Donc film à la fois d'exploitation et film historique légèrement film super cher, mais c'est pas du tout un film d'exploitation, c'est un film qui a coûté des millions. Légèrement super cher. Légèrement révisionniste. À peine. Légèrement révisé sur l'histoire américaine. Sur deux esclavagistes qui dans le film n'ont strictement aucun esclave. Non. Voilà. Andrew Jackson et Jean Lafitte, qui étaient tous les deux esclavagistes, mais qui n'ont, c'est absolument pas mentionné du tout dans le film. Donc docteur, vous avez pris du plaisir. J'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé parce que c'est. C'est un peu un exemple de production boursouflée. Ouais. Alors faut regarder dans les suppléments le supplément de Tavernier qui rigole beaucoup, qui se marre beaucoup en parlant du film. Qui est très enthousiaste. Voilà. Qui est très enthousiaste, mais qui est très enthousiaste en mode nanardesque, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, pour moi, c'est l'équivalent de Furtif, quoi, de Rob Cohen, quoi. Tu vois, on est un peu dans ce domaine-là. C'est-à-dire, le film, on a dépensé énormément d'argent.
Et c'est pas bien du tout. C'est pas bien de Rob Cohen, du tout. Ça, c'est oublié. En fait, le problème, c'est que et Tavernier le raconte assez bien. Le film est pas bon, pas tellement. Alors bon, le scénario est pas génial déjà pour commencer, mais le film surtout est pas bon parce qu'en fait, ça a été une succession de problèmes en fait. C'est-à-dire que vous avez un réalisateur dont c'est le premier film qui ne s'est absolument pas réalisé, qui donc est le gendre de Cécile B2000, dont il réalise un remake des années 30. Donc autant vous dire que Cécile B2000, qui apparemment pouvait pas saquer Anthony Quinn parce que c'était un putain de métèque, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il lui a confié le truc, mais apparemment c'était plus ou moins un piège où il a passé son temps à l'humilier sur le tournage. Cécile B2000, qui est quand même connu pour être un mec super sympa. Voilà, qui est connu pour être un mec super sympa. Yul Brynner peut pas saquer Anthony Quinn. Donc ça commence mal. Et puis alors, Charlton Heston peut blairer personne. Et Charlton Heston, donc voilà, donc faut imaginer les égos qui se rencontrent sur ce truc-là, d'autant plus que la décision saugrenue d'aller tourner l'ensemble du film en studio. La première scène a été prise. J'ai éclaté de rire. Non mais on a l'impression d'être chez Roger Corman quoi. Alors il s'en sort un peu mieux dans la scène de bataille finale parce qu'il met de la brume et donc la brume, bon ça aide toujours. C'est le truc de Terry Gilliam. De toute façon, quand on n'a pas de budget, on met de la fumée. Hein. Ouais, sauf que Terry Gilliam, à mon avis, fait ça 100 fois mieux. Jabberwocky qui doit être tourné sur 200 sur un carré d'un kilomètre, c'est 100 fois plus impressionnant parce que c'est du décor live. Et qu'est-ce qui leur a pris de croire que c'était intelligent en 58 de faire un film de pirate en intérieur? Si c'était un film expérimental, why not quoi. Mais c'est pas du tout un film expérimental, c'est-à-dire que c'est un film de divertissement pur et simple, et outre le fait qu'on se fait un peu chier quand même, il faut bien le dire. Ça dure 2 heures bien tapées quand même hein. C'est vrai que tous ces décors, les décors du Bayou notamment, enfin on y croit. C'est-à-dire on a l'impression de voir du théâtre filmé. Alors en plus Anthony Quinn ou du Republic Picture justement. Voilà, exactement. En fait, on a l'impression de voir du film d'exploitation alors que c'est pas du film d'exploitation. Ça a coûté plein de thunes et ça a l'air comme cheap quoi. Ouais, c'est cheap et puis en plus Anthony Quinn visiblement est pas à l'aise du tout avec une caméra, il tente rien. Tu vois, il fait des plans fixes avec des petits panneaux. Enfin, tu vois, t'as l'impression de voir du théâtre. Enfin, il y a du théâtre filmé. Le film est assez plat. Néanmoins, il y a 2-3 éléments de il arrive à jouer avec un petit peu le positionnement de ses personnages et compagnie, mais ça reste quand même très léger. Finalement, il y a aucun enjeu, même dans les champs contre champs entre les différentes. Parce qu'en gros, le personnage de Yul Brynner est Sean Lafitte. Jean Lafitte. Donc il y a un accent français. Qui a un bâtard de première, mais bon bah voilà, vu le système américain, ça c'est toujours merveilleux, mais il est pris au piège entre soit il reste neutre, soit il va avec les Anglais, soit il va avec les Américains, et en gros il fait le choix de la liberté. De la démocratie. Ah oui, la démocratie. C'est pareil. Mais oui. Mais le truc, c'est que en fait, il y a pas d'enjeu dans les dialogues. En fait, tu vois, c'est filmé hyper plat. Donc du coup, ça donne un côté expérimental. Je trouve ça assez passionnant, en fait, fascinant. Parce que c'est fascinant. Regardez, le film est intéressant parce que c'est la seule réelle d'Anthony Quinn, parce que c'est il y a Papa 2000 qui est derrière. Donc du coup, tu vois que le mec, il peut rien faire. Mais c'est surtout que c'est tellement pas bien que ça en devient bien finalement. C'est. Moi, je me suis pas. Je trouve l'histoire est chiante, mais je me suis pas à regarder. Je veux dire, je me suis pas emmerdé. Ce côté grosse production. Parce qu'on aime bien les acteurs, il y a de la bagarre. Ça me fait kiffer. Alors il y a un peu de bagarre et compagnie, mais c'est parce que tu te marres. La première séquence, j'ai regardé le truc, je fais non mais attends, c'est pas possible ça. C'est un mélange de made painting avec un truc de studio. Ça n'a. Charlton Heston par contre est très très content de jouer un grand personnage digne. Ça se voit. Il éjacule dans son costume à chaque plan dans lequel il apparaît. Putain, je vais jouer un futur président qui gagne la bataille et tout. Je suis très digne, j'ai une très belle perruque blanche. Mais qui est affublé d'une espèce de second trappeur qui alors ça par contre j'avais trouvé ça drôle, qui lui parle comme s'il était sa mère ou son gars ou son Jules, c'est-à-dire qu'il passe son temps prends-les Andrew Jackson, mais Andrew Jackson il faut que tu vas attraper froid, nous ton écharpe, et en fait il y a tout en fait, et alors du coup c'est parfois assez étrange parce qu'en fait tu te dis mais est-ce que Charlton Heston est conscient du ridicule de son personnage et qu'il le joue et qu'il en fait des caisses pour ça, ou est-ce qu'au contraire on est dans un cas de Charlton Heston type Ben-Hur qui estonise à fond de balle, ou dans Ben-Hur l'acteur qui jouait Massala, William Wyler lui avait dit tu vas jouer ces scènes là comme si t'étais son ancien amant, et donc en fait quand on regarde Ben-Hur on voit l'acteur qui joue Massala, c'est un peu homo-érotique, voilà, qui met de l'homo-érotisme à fond, et Charlton Heston qui voit rien de ce qui se passe, et là je me demande s'il n'y a pas un peu j'ai retrouvé un peu ce côté homo-érotique. Le Heston, tout le monde se fout de sa gueule. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et là, en plus, il a une coiffure. Enfin, moi, je voyais Will Ferrell, moi,
Je veux un remake des Boucaniers avec Will Ferrell et Steve Carell dans le rôle de Yul Brynner. Moi, c'est ça que je veux. Oh, Jean Lafitte. Non, mais c'est à hurler de rire. C'est la suite de Eastbound and Down. Le carton introductif, en fait, est à hurler de rire. Ah, mais avec Cécile B2000 qui vient de présenter une carte des États-Unis. Il faut comprendre quand même que la bataille de 1812 et compagnie, c'est quand même les États-Unis qui ont attaqué le Canada. Ça, après, ça s'est déplacé dans le sud. C'est quand même c'est ce révisionnisme historique et certes, notion bourgeoise de l'histoire. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Mais certes est hyper, on va dire, on connaît un petit peu la petite histoire sur la mythologie américaine et compagnie, mais en 58 on commence un petit peu à revenir là-dessus. Enfin, ça fait un moment déjà. Le western révisionniste. Voilà, il y a déjà Anthony Mann, il y a déjà Delmer Daves et compagnie. Et là, Sam Fuller, enfin, il y a déjà quand même pas mal de monde. Le film est anachronique possible. Et ça, pour moi, et cette capacité qu'a Anthony Quinn à ne pas filmer, à tenter de faire des trucs, mais en fait, tout en sachant ne pas le faire, moi je trouve que c'est un film expérimental. C'est vrai que c'est un film expérimental. T'as l'impression que c'est un film qui arrive 10 ans après, quoi. Il serait signé. Même pas 10 ans. Il y a des films. 1948, ça m'aurait moins choqué. Mais pense au film de pirate de Michael Curtis dans les années 30 avec Errol Flynn, pense à L'Aigle des Mers, pense à Captain Blood. Il y a une bonne partie des scènes qui sont tournées en studio pourtant. Mais Michael Curtis a l'intelligence de faire au moins une scène d'action en décor réel. Toujours dans chacun de ses films pour donner de la crédibilité à son espace. Là, les scènes d'abordage, c'est n'importe quoi. Enfin, je dirais. Mais plus du fou. Ouais, c'est plus du fou, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, alors, il paraît que c'était censé être une comédie musicale au départ, et effectivement, il y a des moments. Putain, j'aurais adoré ça. Mais il y a des moments, tu t'attends à ce que les mecs se mettent à chanter. Enfin, moi, il y a des moments où je me disais, allez. Il y a des moments, il y a des entrées de chant comme ça, des sorties de chant, tu t'attends à ce que les gens se mettent à chanter. Mais là, du coup, le tout studio aurait été cohérent. Le tout studio aurait été carrément cohérent. Et puis, alors, il y a une actrice blonde qui a un rictus pas possible, qui a été hyper mal choisie. Enfin, il y a des erreurs de casting absolument dramatiques. Et simplement, voilà, t'as Charles Boyer qui rattrape un peu la sauce. Claire Bloom qui apparaît pas beaucoup, qui a rien à faire, mais qui rattrape un peu la sauce aussi parce qu'elle est mignonne. Voilà, elle fait tapisserie, quoi. Voilà, et Yul Brynner c'est pas son meilleur. Non, c'est pas son meilleur. Ouais. Il montrera plus de subtilité dans ses films postérieurs. Ouais. Voilà. On quoi s'arrêter là, donc vous avez compris, c'est le réjouissant. Par contre, regardez-le parce que j'ai jamais vu ça. Vous m'avez donné envie en tout cas. On va passer au coup de cœur, Thibaut. Coup de cœur, donc 3 coups de cœur. Un coup de cœur à lire, L'insurrection qui vient par le Comité Invisible. Un coup de cœur parce que voilà. Un coup de cœur à écouter, c'est le dernier album des White Stripes, le groupe qui a eu l'extrême déshonneur d'écrire Seven Nation Army. En fait, ça a niqué toute leur carrière. Enfin, ça a pas niqué leur carrière, mais bon, on se souvient surtout de ça. Qui s'appelle Icky Thumb, qui est une merveille d'écriture à moitié psyché, avec des changements de rythme assez. Un CD, pardon. Passionnant, et un supra chef-d'œuvre, Le Mécano de la Générale, Buster Keaton, où quand Unstoppables rencontre Mad Max Fury Road, c'est dire l'influence de Buster Keaton chez deux cinéastes qu'on aime beaucoup ici. Justine. Oui, moi j'en ai un géographique pour vos vacances en Bretagne, c'est l'île de Bréa. Pas mal. Et donc c'est sublime à tout temps de l'année. Et j'en ai un deuxième, c'est Tani, un musicien du collectif brestois Vélision. Et du coup, qui fait de la techno sur synthé modulaire. On a pu le voir au chantier à Rennes il y a 2-3 semaines et c'était génial. Gal. Alors moi, ce sera une pièce de théâtre un peu particulière. C'est une adaptation des 3 sœurs de Tchekhov qui est passée au TNB la semaine dernière avec un dispositif plutôt intéressant. La première salle, vous êtes en train de regarder la pièce de théâtre. Une deuxième salle, vous regardez le film qui est fait sur la pièce de théâtre en même temps qu'elle est jouée. Et inversement, après, entr'acte, on change de salle et on revoit la même pièce. Mais du coup, une partie du public l'a vue que en film, l'autre partie que en théâtre, et ils inversent. Docteur. Moi, ce sera un film pour se faire des amis, Manhattan, de Woody Allen, en 79. Et moi, donc, dans la continuité de la semaine dernière, c'est la saison 3 de la série Justified. J'ai pris énormément de plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de bagarre et de guerre. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Gaël pour la technique. Merci messieurs, merci madame. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.